Eh bien, merci à toutes, à tous et à toutes pour participer à ce débat Climate Change ce matin. Je remercie tout de suite l'interprète qui va nous permettre de parler en anglais et en français. Et pour les mêmes raisons, je vous demanderai de ne pas parler trop vite pour lui faciliter cette tâche. So this session is available in French and English. So you just have to click on the globe down the screen to access the service. And I would ask you to not speak too fast if you intervene in the session. Alors moi, je m'appelle Amaury Parel, je coordonne l'Observatoire Climate Change et ses activités et ses publications. Alors Climate Change, c'est une association internationale qui a été fondée en 2015, un peu en amont de la COP 21, et qui désormais accompagne les acteurs, tout type d'acteurs, dans leur stratégie de lutte contre le changement climatique et à travers plusieurs outils et activités. Tout d'abord, celle d'informer avec un portail en ligne complètement bilingue et avec des outils comme la cartographie des projets ou la bibliothèque du climat. Celle de mobiliser avec l'animation de coalitions d'acteurs thématiques qui sont invités à se réunir chaque année lors de nos sommets ou pendant nos ateliers virtuels. Et puis celle d'analyser avec l'Observatoire qui publie aujourd'hui la troisième édition de son bilan territoire. Alors avec ce bilan territoire, Climate Change essaye de prendre le pouls des actions mises en œuvre par les collectivités territoriales un petit peu partout dans le monde, dans un contexte de pandémie, hein, mais également dans un contexte de renouvellement des contributions nationales de chaque pays pour l'accord de Paris. Donc pour cela, on vous propose deux petites sessions aujourd'hui pour échanger autour des grands enseignements de ce bilan de territoire 2021. Alors dans cette session, on vous propose plus particulièrement de découvrir et puis d'échanger sur les dynamiques de mise en œuvre des stratégies climat des collectivités en 2020, et puis de comprendre un peu mieux comment la pandémie a-t-elle pu affecter la mise en œuvre de ces plans, des plans d'action des villes ou des régions, ou encore comment peut-on améliorer le suivi de ces plans d'action et leur évaluation par les collectivités ou par les réseaux et à quelle fin. Alors, pour discuter de tout ça, on a le plaisir de compter sur la présence de Amel Maklouf, qui est experte principale du programme ClimaMed pour la région du Maghreb, d'Adriane Reina Hurtado, qui est chargée de l'action extérieure à la ville de Séville, et puis de Natalia Uribe, qui est chef de la stratégie et du plaidoyer chez Regions 4. Mais alors, avant de leur laisser la parole, je vais laisser la parole à ma collègue Tania Marta Thomas, qui est chargée de recherche à Climate Change et qui a contribué à ce bilan territoire, pour nous présenter les grands enseignements du bilan 2021 qui nous intéressent ici. Voilà. Merci à toi, Tania. Thank you, Amaury. I'll be switching to English now, and I'm just going to share my screen. So as Amaury said, I'll be presenting the key takeaways from the local action report, and particularly the ones which are et particulièrement celles qui sont en rapport avec des discussions pour mieux contextualiser le débat. Voici donc les 4 principales sections de ce rapport. D'abord, des bonnes nouvelles. Nous pouvons voir qu'il y a des résultats encourageants, notamment chez certaines villes, grâce à la Convention des maires et des différents centres de ressources. Nous pouvons voir qu'entre 2005 et 2017, plus de 1800 villes ont été en mesure de réduire leurs émissions et presque 25%. Et ça, c'est déjà au-delà des cibles déterminées par l'Union européenne. Ces villes représentent 80... excusez-moi, je n'ai pas entendu le chiffre. Elles ont leurs propres engagements, c'est-à-dire une réduction de 31% des niveaux de 2005. Et nous pouvons voir qu'elles sont déjà en liste pour maintenir ces objectifs. Afin de tenir ces objectifs, les villes doivent envoyer des rapports de suivi tous les 4 ans, mais vous pouvez voir qu'en réalité, ces inventaires qui sont soumis ne sont pas réalisés par toutes les villes, où les données ne sont pas toujours exhaustives. Les calculations, quand elles sont menées pour qui incluent les villes d'Europe orientale, on voit que les émissions sont à peu près 21%, c'est-à-dire que nous sommes toujours au-delà des 21%. Donc,
les plus petites villes dépendent plus au niveau de la gestion de l'énergie et d'autres systèmes de transport, tandis que les autres villes utilisent plutôt les systèmes financiers. On peut voir que le secteur du transport et du BTP a les résultats les plus nombreux. Les autres initiatives ou les autres associations sont un peu plus récentes, donc c'est un peu plus difficile de suivre les réseaux. Nous avons suivi les plans d'action dont vous allez trouver plus dans le rapport. Maintenant, si on regarde les autorités sous-nationales ou les États, les régions sous-nationales, euh, nous avions 86 membres qui ont annoncé un moins 7% de... Ça, c'est moins que la réduction que nous avons en 2019, qui est la raison à cause du changement dans le mode de calcul qui a été mentionné en 2020, mais également de la pandémie où les régions se sont plus focalisées sur la pandémie. Mais c'est néanmoins un signal positif parce que nous pouvons voir que la coalition représente à peu près 600 millions d'habitants et 25% et de 435 millions de tonnes CO2 en émissions. Donc, les méthodologies changent ou sont plus précisées d'un inventaire à l'autre. Et donc, cela rend plus difficile d'agréger les résultats au niveau national. Mais si nous prenons le reporting des villes auprès du CDP, on peut voir que 770 villes et 120 régions ont rendu compte de leurs émissions par ce portail en 2020. Et cela a montré une forte augmentation des données autour des émissions. On peut voir que elles sont beaucoup plus exhaustives, ces données donc, qui sont rendues compte, et on peut voir que cela équivaut à peu près 2 gigatonnes de réduction d'émissions en 2020. Alors, même si c'est difficile d'établir les tendances à cause de la difficulté de comparer les données entre les villes et entre les régions, nous voyons néanmoins certaines villes qui montrent des progrès comme Wellington ou Hong Kong, par exemple. Mais le manque de données, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mobilisation, comme nous pouvons le voir à travers des initiatives comme la Convention mondiale des maires. Ainsi, la Convention des maires représente aujourd'hui à peu près 10 500 signataires, avec 300 de plus en 2020. Cela ne semble pas beaucoup. C'est néanmoins 14% de la population mondiale. Et c'est clairement une augmentation par rapport à 2019 où c'était 11%. La plupart des membres viennent des pays européens pour des raisons historiques. Aujourd'hui, l'initiative représente à peu près 46% de la population en Europe et une des régions les plus dynamiques, ça a été l'Amérique latine où il y a 519 signataires, mais cela représente 31% de la population régionale de cette région. Donc, quand il s'agit de l'adaptation et de la réduction des plans de réduction, on voit que l'adaptation est plus lente et c'est plus difficile d'obtenir des données agrégées pour les différentes régions à travers le monde. Néanmoins, nous pouvons voir que pour certaines régions, l'initiative de la Convention des maires et des actions climatiques développent des initiatives climatiques comme dans le Maghreb et le Machrek, où de nombreuses villes sont en train de préparer leur plan d'action climatique et sont en train de faire du reporting de leurs données climat-énergie. D'autres initiatives comme le prix européen d'énergie, le Energy Award, ont fait des progrès. Un certain nombre de villes qui ont lancé leur programme dans le cadre de cette initiative. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir un certain nombre de critères et on peut voir que cela s'étend à d'autres villes en Europe orientale, avec des partenariats en Afrique du Nord et au Chili. La centaine à peu près membres de la coalition Under 2, donc de moins 12%, on peut voir que ça, c'est tout à fait aligné avec les recommandations du IEC et on voit que souvent leurs objectifs sont plus ambitieux que leurs objectifs au niveau national. En Asie, on peut voir qu'il y a une participation plus faible dans ces initiatives internationales. Il y a seulement 8% de la population qui est représentée dans la Convention des maires. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a inaction, mais simplement une analyse, un manque de données à ce niveau-là.
et les initiatives étant peu représentées. Alors, sur le prochain point, d'un point de vue plus qualitatif, nous pouvons voir que dans cette période de pandémie, les autorités locales continuent à rester des lieux d'innovation et d'expérimentation pour les politiques climat, et et l'action climatique est de plus en plus le moteur de l'action au niveau territorial. Nous voyons des villes qui utilisent différents instruments, qui mettent en œuvre différents instruments. Selon le Climate Institute, 826 villes ont été identifiées comme ayant défini des objectifs zéro net et avec des engagements législatifs ou d'action. Et nous voyons des programmes de résilience sur le long terme avec des impacts sur le plus long terme, au-delà de la pandémie, comme par exemple la réorganisation des services ou l'autonomie, la souveraineté, l'autonomie alimentaire à travers la connexion entre les campagnes et les villes, ou les exploitations dans les transports. Par exemple, il y a eu 2500 km de pistes cyclables qui ont été annoncées en Europe. Il y a également une municipalisation décroissante pour d'énergies renouvelables au profit d'une contractualisation à long terme. Sur le prochain point, nous voulions regarder, étudier comment l'action climatique a été intégrée dans les niveaux de gouvernance par les différents États à travers une analyse des premiers et deuxièmes tours de NDC. Les premiers cycles, il y a un manque d'intégration des CDN dans les budgets et les politiques de développement des territoires. Et on peut le voir également dans la prochaine section que nous avons étudiée, où nous avons essayé d'étudier l'intégration dans la gouvernance des stratégies nationales. Je vais accélérer encore plus parce que le temps passe vite. Et encore une fois, la dernière section de ce rapport s'occupait des objectifs de développement durable et particulièrement au niveau des politiques climat, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne de l'impact socio-économique de la pandémie que nous voyons. Mais nous allons discuter ça plus en détail dans la session cet après-midi, donc je vous invite à nous rejoindre. Donc, finalement, en ce qui concerne la question de l'adaptation, le manque de financement, ça serait dommage si nous ne partions pas de l'adaptation au changement climatique, étant donné que cela a le plus d'impact sur la localisation. Nous l'avons mentionné dans notre rapport, nous avons expliqué que les vulnérabilités liées au changement climatique correspondent aux conditions géographiques des territoires. Ce que nous voyons, c'est que les initiatives et les réseaux sont maintenant soumis à une attention croissante de la part des autorités locales à travers mais par contre, les points techniques et financements ne sont pas aussi développés. Sur les données que vous voyez ici, vous pouvez voir que 70% des 500 villes analysées par la Convention des maires ont rendu compte d'actions d'adaptation, mais la plupart restent au stade du diagnostic des risques climatiques et qu'il y a moins de financement qui est dédié à l'adaptation. L'initiative Regions Adapt, qui travaille exclusivement sur les régions sous-nationales et les autorités locales sur les adaptations au climat, annonce qu'effectivement, les risques climatiques sont de plus en plus étudiés, mais parmi les actions les plus souvent rendues compte au niveau sous-régional, ce sont des intégrations long terme du changement climatique dans leur planification et probablement la mesure la plus largement constatée. Et donc, nous voyons que c'est vraiment au réseau d'experts régionaux que nous avons cette dynamique d'adaptation et elle est très bien accompagnée par la création de centres régionaux d'expertise et cela marche main dans la main dans notre renforcement des relations entre les milieux scientifiques et les preneurs de décision. Et nous avons des exemples ici avec le RECO en Occitanie, le Climate Risk Institute au Canada. Voilà donc les principales leçons retenues et nous allons en parler plus en détail. Et je rends le micro à Amaury et aux autres orateurs pour la discussion. Amaury, votre micro est coupé.
Thank you very much, Tania. Merci beaucoup pour ce résumé des grands enseignements. Et également, je vous invite vraiment à aller feuilleter le rapport qui est très dense cette année et qui traite de pas mal d'aspects. Si je résumais surtout le début de la présentation de Tania, donc assez peu de résultats d'impact disponibles et consolidés aujourd'hui, mais en tout cas, le peu qui existe sont déjà très encourageants. Et surtout, ce qui est aussi très encourageant, c'est de voir la diffusion la mise en place progressive de certaines initiatives et la diffusion d'outils un peu communs, un langage à peu près commun à travers le monde. Alors, pour mieux comprendre ce qu'on vient de présenter, on va pouvoir donner la parole à nos intervenants. Et puis, je vais commencer avec Amel Maklouf, qui est experte principale de Climamed pour la région du Maghreb. Donc, Climamed est un projet européen qui a été lancé en 2018 pour soutenir la transition bas carbone et l'adaptation dans plusieurs pays de la Méditerranée. Donc, le Maghreb, mais également d'autres pays du Machrek ou du Moyen-Orient. Ce projet porte également de facto la Convention des mers dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Alors, une première question, Amel Maklouf, pour vous. Est-ce que vous pourriez un peu nous dire plus sur les progrès qui ont été réalisés par les villes de ces pays, de cette région et puis quelles difficultés ont-elles rencontrées pour la mise en place de leur plan climat et puis plus récemment, des difficultés liées à la pandémie peut-être? Merci Amaury. Donc, en fait, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier de l'invitation et de cette opportunité de parler de notre projet Climamed. Peut-être un petit mot sur Climamed avant de parler des villes, parce qu'en fait, donc, bien sûr, Climamed, c'est un projet financé par l'Union européenne. Donc, il a été, comme vous venez de le dire, il a démarré en juin 2018 et donc s'étend jusqu'à juin 2022, voilà, 4 ans. Alors, les régions qui bénéficient de ce projet, c'est la région MENA. On est structuré sur 2 régions, en fait, donc la région du Machrek et la région du Maghreb. Donc moi, je m'occupe de la région du Maghreb. Je suis donc coordonnatrice de ce projet pour la région du Maghreb. Et mes collègues Naguib Amin est le chef d'équipe pour toute la région, donc c'est le lead du projet. Également, mon collègue Oussama pour la région du Machrek. Alors, donc le projet Climamed, en fait, il a 3 composantes. La première composante, c'est une composante qui donc appuie les États, les pays. Nous avons 8 pays, donc Maroc, Algérie, Tunisie, Jordanie, Égypte, Palestine, Israël, donc qui bénéficient de ce projet. Alors, pour la composante 1, elle assiste les pays à mettre en place leur stratégie de coordination de l'action climat. Donc, on appuie les NDC, si vous voulez. Et puis, la deuxième composante, qui se rapporte à notre sujet d'aujourd'hui, elle appuie les villes pour mettre en place un plan d'action sur l'énergie durable et le climat. Le PAEDC, ou connu sous SICAP, en anglais. Donc, les SICAP qui ont été, c'est un concept qui a été mis en place dans le cadre de la GECOM, de la Convention globale des mers, avec également la contribution du JRC, le Joint Research Centre de recherche de l'Union européenne. Et puis, nous avons une troisième composante donc, dédiée à la finance climat. Je vais revenir à la composante 2, mais la finance climat, c'est justement pour donc, à ces villes qui bénéficient du projet à mettre en œuvre leur plan d'action sur l'énergie durable et le climat, et aussi à identifier des actions climat. Finalement, ce sont des projets d'adaptation et d'atténuation pour assister les villes, les communes, à attirer les financements pour ces actions climat. Alors, je reviens à votre question de l'avancement du projet. On est actuellement, vraiment, on est à mi-parcours. Donc, nous avons plus de 80 communes à travers le Machrek et le Maghreb qui ont déjà développé leur plan d'action sur l'énergie durable et le climat.
nous avons créé ce qu'on appelle des groupes de coordination nationaux qui existent dans les 8 pays et nous avons plus de 50 partenaires autour d'un point focal. Donc, chaque pays a choisi son point focal. Normalement, donc, nous travaillons avec ou bien les ministères des Affaires locales, environnement, ou également des ministères de coopération et des affaires étrangères. Le groupe de coordination nationale, c'est très intéressant de le citer parce que, comme vous savez peut-être, dans ces pays, bien que, il y a des stratégies, bien sûr, sur le climat, il y a des NDC, bien sûr, mais il n'y a pas une structure qui permet la coordination entre les acteurs actifs dans le changement climatique ou impactés par le changement climatique. Ça d'une part. Et d'autre part, le groupe de coordination nationale, à part les institutions nationales comme les ministères, etc., il y a une forte présence de sociétés civiles, des associations, des ONG, également des fédérations des communes, par exemple. Et donc ça permet donc un lien étroit et direct entre donc le niveau central, l'échelle centrale d'une part, et les communes d'autre part. Et là, ça a vraiment facilité beaucoup de travail, de promotion du changement climatique, des actions locales au niveau des communes. Qu'est-ce qu'on a fait? À part les plans d'action sur l'énergie durable et le climat qui sont en train actuellement de réaliser, donc nous avons formé toutes ces villes. Vous savez, il y a eu la pandémie, parce qu'au début, on prévoyait de faire des ateliers de formation en présentiel, c'est-à-dire on regroupe des villes et c'est un petit peu le concept learning by doing. Donc, d'une part, ils sont en train d'être formés sur comment développer leur plan d'action sur le climat et l'énergie durable, et d'autre part, ils le font eux-mêmes, ils le font dans ces ateliers. Donc, à cause de la pandémie, nous avons donné des ateliers en ligne pour chaque commune, ce qui a permis donc à la commune de faire participer plus de cadres, c'est d'ailleurs mieux qu'en présentiel. Et on a développé à côté des outils sur YouTube, sur des vidéos, etc., pour donc accompagner les communes à développer leur action. Alors, on a fait par pays, on a fait plus de 20 ateliers. Donc, là, d'autres ateliers étaient dédiés à l'identification des risques et des vulnérabilités pour la commune et également donc d'identifier une liste d'actions climat, d'adaptation et d'atténuation. Donc, par pays, on s'est trouvé à centaines d'actions climat entre l'adaptation et l'atténuation. Bon, c'est des thématiques très variées et diverses. Par exemple, pour l'adaptation, la lutte contre les inondations, pour l'atténuation, par exemple, la gestion des forêts, les énergies renouvelables et efficacité énergétique dans les villes, pour le transport, pour l'agriculture, l'eau également, est une thématique très ciblée dans ces projets. Voilà, là maintenant on se trouve avec des projets, c'est des projets de développement finalement. Est-ce que vous pourriez nous, rapidement, je sais que Climamed aussi a ce projet assez intéressant de base de données communes à ces villes qui va permettre aussi de faire un suivi dans le temps et ce qui est important aussi pour suivre en fait, et évaluer les progrès réalisés par ces villes. Est-ce que rapidement vous pourriez nous exposer ce projet très intéressant? Oui, très bien. Donc, oui, bien entendu, je n'ai pas parlé de la COMED. Madame l'intervenante qui était avant moi a bien parlé de la Convention globale des mers. Nous, dans Climamed,
si vous voulez, on est chargé de la Convention des maires, mais pour la région méditerranéenne, la COMMET. Donc, la COMMET, justement, offre des outils de suivi et d'évaluation du développement et de la mise en œuvre des plans d'action sur l'énergie durable et le climat. Dans le cadre de ClimaMed, nous-mêmes, on a développé aussi, on est en train de développer des mécanismes de suivi. Donc, le SSM, c'est un mécanisme de suivi des SICAP, des plans d'action sur l'énergie durable et le climat. C'est un mécanisme très innovant, en fait, puisque ce mécanisme, il va mettre en lien tous les acteurs qui interviennent pour l'action climat locale, en fait. Donc, nous avons pratiquement, nous avons le coordonnateur du changement climatique, hein, qui est en général le ministère de l'Environnement, développement durable, etc. Il est entouré par tous les acteurs nationaux et également il y a une représentation des communes dans ce mécanisme en fait. Alors le mécanisme, à part ça, il va offrir des outils de financement pour les communes. Comme vous le savez, dans ces pays, c'est très très difficile d'attirer les financements. Il n'y a pas vraiment de capacité humaine capable, je veux dire, de faire des propositions financières qui satisfait aux critères des institutions financières internationales. Donc nous, dans ce mécanisme-là, on a également une représentation des bailleurs de fonds, les donateurs, qui sont les plus actifs dans ces pays-là. Voilà, donc actuellement, nous avons 15 projets pilotes qui travaillent actuellement avec ce mécanisme de suivi et d'évaluation des plans d'action et des actions climat identifiées. Et ce mécanisme, j'ai parlé des institutions financières internationales, j'ai parlé de la présence des institutions nationales, mais également on a identifié des partenaires nationaux financiers de financement, qui vont, eux, financer des actions climat dans ces pays. Voilà un petit peu le mécanisme de suivi des actions climat dans ces pays-là, dans le cadre de ClimaMed, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Maklouf. C'est aussi très rassurant de savoir que finalement, la pandémie n'a pas eu trop d'impact sur la mise en œuvre de ces plans et que vous aviez trouvé d'autres moyens de faire ces ateliers et de continuer la mise en relation avec les bailleurs et puis les partenaires nationaux et transnationaux. Je vais maintenant me tourner vers Adrienne, vers la ville de Séville, et je vais parler en anglais pour notre interprète. So, Adrienne, you're the external action officer. Adrienne, si vous voulez, juste un mot pour... Ouais. Oui, parce que en fait, moi, je voudrais inviter les participants à visiter notre site web, ClimaMed, et également le site web en construction de ComMed, voilà, pour avoir plus d'informations sur ce qu'on est en train de faire. Voilà. On va partager le lien sur le chat. Effectivement, c'est un beau projet qui structure beaucoup aussi l'action de toutes ces villes-là. Donc, et il y a eu vraiment un énorme saut un saut dans la mise en œuvre là, cette année. On peut le voir sur les 3 éditions de notre bilan. On a vu vraiment une grande avancée là-dessus. Donc, je vais revenir maintenant à Adrienne. So, Adrienne, you're the external action officer at the Sevilla. Adrienne, vous êtes le chargé de l'action extérieure de la ville de Séville, de la capitale de l'Andalousie en Espagne, qui a rejoint la Convention des maires en 2009. Et en 2016, vous avez publié votre plan d'action climat avec des mesures concrètes pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2020. Ma question, quels sont les progrès récents faits par Séville dans la mise en œuvre de son plan climat? Quelles difficultés avez-vous rencontrées en période de pandémie? Merci beaucoup pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, nous avons lancé notre document stratégique pour la lutte contre le changement climatique en 2017. Je voudrais
souligner un certain nombre des points, par exemple, toute l'énergie utilisée par les entreprises publiques et par la mairie sont certifiées. Pour la mobilité, par exemple, nous avons plus de 400 kilomètres de pistes cyclables et nous avons un projet important de rénovation du bâti afin de lutter contre les passoires énergétiques. Et ça, c'est un des principaux projets que nous finançons via des financements spécifiques du climat. Et nous le faisons dans les quartiers les plus défavorisés de la ville. Afin de lutter contre la précarité énergétique dans ces bâtiments. Ce sont des bâtiments publics qui ont besoin de plus d'isolation, réduire l'utilisation de la climatisation, etc. De l'autre côté, je voudrais dire que tous nos bus fonctionnent au gaz naturel et nous avons mis en place récemment un nouveau projet pour utiliser les biogaz générés par les centres de valorisation énergétique. Et par exemple, nous avons une production d'orange très importante et nous allons utiliser les déchets de la production d'orange et d'autres déchets organiques pour produire du biogaz. Et ce biogaz va être utilisé pour la mobilité des transports publics. Nous avons donc un bon projet en route. Nous avons toutes les entreprises de services qui travaillent avec nous, par exemple la gestion de l'eau, des déchets et les entreprises, les bailleurs sociaux, si j'ai bien compris. Nous travaillons ensemble pour lutter contre le changement climatique. Les autres points que je voulais souligner, c'est que nous avançons maintenant sur le nouveau plan de transport pour le tram et le métro. Nous n'avons qu'une ligne de métro pour l'instant, mais nous devons véritablement développer ce réseau de transport urbain. Et l'un des principaux problèmes que nous avons lors de la pandémie, c'est que les gens n'aiment pas utiliser les transports en commun. Donc, ça pose beaucoup de problèmes de circulation dans la ville et bien sûr, maintenant, les gens sont revenus à utiliser leur véhicule privé, ce qui augmente encore la pollution dans la ville. Je me pose la question si Séville est une des villes qui a développé rapidement des réseaux de pistes cyclables. Oui, nous avons commencé le développement en 2017. Nous avons plus de 200 kilomètres de pistes cyclables. Nous avons déjà un réseau de mobilité douce assez bien développé et nous sommes parmi les premières villes en Europe en ce qui concerne la mobilité douce. Nous améliorons maintenant l'utilisation des trottinettes électriques. Nous ne l'avons pas fait pour l'instant. Nous avons beaucoup de problèmes dans le centre-ville parce que les rues sont extrêmement étroites et il y a un chaos au niveau de l'abandon des trottinettes publiques. Donc, nous travaillons dans ce domaine. Nous avons un projet pilote pour y parvenir en espérant d'ici la fin de l'année d'avoir mis en place une plateforme parce que c'est une des mobilités. Nous avons voté l'an dernier un plan de mobilité urbaine et nous travaillons dans le cadre de ce cadre pour améliorer les transports publics, améliorer nos pistes cyclables, développer nos pistes cyclables et nous commençons à voir comment la nouvelle stratégie de mobilité que nous mettons en œuvre, comment elle fonctionne sur les trottinettes, par exemple, qu'est-ce qui va se passer avec les vélos. Au début, tout le monde utilisait ces systèmes et maintenant, il y a d'autres alternatives disponibles et déjà parce que les gens ont peur d'aller dans les transports en commun. Donc, vous êtes sur le passons vers une mobilité plus douce et d'une mobilité plus énergétiquement efficace et vous nous donnez des bons exemples d'économie circulaire en utilisant les déchets de la production agricole d'orange. En ce qui concerne les progrès réalisés, je voulais vous demander quels sont les efforts de Séville pour assurer le suivi et l'évaluation de sa politique climatique
quel mécanisme de suivi avez-vous mis en place? Est-ce que la Convention des maires vous a aidé dans ce domaine? Oui, ce que j'ai déjà dit, c'est que la plupart de ces services et ces stratégies sont développés sur des projets publics et des entreprises publiques ou semi-publiques et ou des administrations. Donc, nous avons, pour toutes ces stratégies, nous avons des partenaires et nous évaluons chaque année les progrès, les réussites et les échecs. Mais d'un côté, quand tout était fermé, évidemment, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas d'embouteillage, mais donc l'année était un peu particulière. En, en 2020, nous allons faire la réévaluation de la stratégie. Donc, je pense que d'ici à la fin de l'année, nous aurons des données de suivi. Une chose, par exemple, c'est un point très important que nous voulons étudier, c'est par exemple la consommation d'eau. Comme vous savez que en Séville, nous sommes une région aride et donc il y a une consommation d'eau très élevée. Donc, nous sommes en train de mettre en œuvre des stratégies variées et stratégies de communication pour que les gens arrêtent de gaspiller de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs sous la moyenne en Espagne pour la consommation d'eau. Un exemple, par exemple. Ça, c'est un très bon exemple et une très bonne transition pour moi parce que maintenant, je passe le microphone à Natalia Uribe. Merci beaucoup, Adriane, pour ces explications sur Séville. Et nous allons d'ailleurs revenir à vous un peu plus tard lors de notre dernière série de questions. Maintenant, je me tourne vers Natalia Uribe et je vais parler en français. Et chef de la stratégie et du plaidoyer chez Regions 4. Alors, Regions 4 est une association d'une quarantaine de gouvernements régionaux dans le monde, qui les représente auprès d'instances internationales et qui les accompagne dans leur action de lutte contre le changement climatique, mais également pour la biodiversité et puis plus largement pour le développement durable. Et Regions 4 anime également l'initiative Regions Adapt, qui compte plus de 70 signataires, il me semble, dans le monde, et qui, cette initiative accompagne plus précisément dans les mesures d'adaptation. Et donc, ma première question pour vous, Natalia, ce serait quels progrès ont réalisé ces régions récemment dans la conception et dans la mise en œuvre de leur plan climat, et puis particulièrement en ce qui vous concerne aussi d'adaptation? Et comme les autres intervenants, également, quelles difficultés ont-elles rencontrées selon vous avec cette pandémie? Merci beaucoup, Amaury. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend Oui, parfaitement. d'accord. OK. I have to apologize, but I will try to do it in French next time. Ah, ok. Excusez-moi, je vais essayer de le faire en français la prochaine fois, mais c'était mon projet initial. Mais voilà, je n'ose pas. Donc, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, il y a un traducteur. Alors, pour commencer, je voudrais remercier Climate Change pour cette invitation de participer à cette discussion et au nom de Regions 4 et pour vos efforts pour rassembler différents acteurs locaux. Donc, je serais ravi de revenir également sur une focalisation plus sur les gouvernements, les autorités locales et les sous-régions. Et bravo également pour le rapport de synthèse de cette année. Je suis impatient de le consulter. Oui, nous sommes convaincus que nous entrons dans une décade absolument décisive pour l'action climatique et que tous les acteurs sont fondamentaux et tous les niveaux de gouvernement doivent participer. Bien évidemment, nous promouvons tout spécifiquement les rôles des autorités locales et des gouvernements sous-régionaux comme étant complémentaires et différents des autorités locales et des villes, parce que les gouvernements sous-nationaux ont un rôle important dans la lutte contre le changement climatique, mais particulièrement dans l'adaptation. Ils ont l'autorité et souvent les mandats et les compétences comme le transport, la gestion de l'eau, la gestion de la planification urbaine, etc., et territoriale, et également un rôle important pour combler les lacunes au niveau des actions nationales, particulièrement dans le contexte depuis la base qui a été établi par l'accord de Paris.
également, en ce qui concerne l'adaptation, les gouvernements, ils ont souvent pas suffisamment de compétences locales pour adapter les politiques au niveau territorial ou pour mettre à l'échelle au niveau des actions locales. C'est pour ça, en 2015, les Regions 4, avec un certain nombre de régions majeures, ont décidé de créer cette initiative Regions Adapt, parce qu'il y avait une lacune dans l'environnement global. Il y avait un besoin d'avoir véritablement une focalisation sur les gouvernements sous-nationaux. Donc, en comblant cette lacune, en 2015, nous avons lancé Regions Adapt. C'était la première initiative globale inspirée et qui soutenait les gouvernements locaux pour le compte rendu, le suivi de l'adaptation climatique. Aujourd'hui, nous avons plus de 70 membres dans le monde entier et nous couvrons à peu près 270 millions d'habitants. Ce qui est intéressant également, c'est ceux qui rejoignent les initiatives, c'est par le biais d'actions concrètes. D'abord, de mobiliser la volonté politique et de définir des priorités en matière d'adaptation au niveau de leur stratégie, mais également ils s'engagent à mettre en œuvre des actions concrètes contre la lutte contre le changement climatique, de rendre compte annuellement de leurs progrès en la matière et de redevabilité. Donc, de cette manière, nous voulons accélérer non seulement l'engagement politique, mais également augmenter la redevabilité et la reddition de comptes. Cette année, malgré la pandémie, nous avons eu que les 28 régions, nous avons des comptes rendus de 28 régions de l'initiative qui ont rendu compte. Et ce que nous avons pu constater dans ces comptes rendus, ces 28 régions viennent de 15 différents ou 50 différents pays ou 15 différents pays, excusez-moi, je n'ai pas entendu, dit l'interprète. Et la conclusion de tous ces comptes rendus seront publiés chaque année dans notre rapport annuel. Donc, nous allons publier prochainement et nous allons vous publier le lien, le compte rendu du rapport Regions Adapt 2020. Mais je voulais juste signaler quelques éléments, souligner quelques éléments de ce rapport. Nous avons vu que plus de 2/3 des gouvernements ont déjà entrepris ou sont en train de développer des plans d'action concrets en matière de lutte contre le changement climatique, donc c'est plus de 79%. Un exemple, nous avons une ville au Burkina Faso qui ont mis en place leur stratégie d'avoir fait une évaluation de leur capacité au niveau de la base en matière d'initiatives de lutte contre le changement climatique, ce qui donne une idée de la participation et de la mobilisation. Un autre élément intéressant, particulièrement dans le contexte actuel de la pandémie, où la question de santé sont également au cœur du problème, nous avons vu socioeconomic impacts because of climate change. Et les demandes renforcées de services publics ont été parmi les premières demandes. Donc ça, c'est parmi les éléments et comment les réponses peuvent être mises en œuvre. Si on regarde plus spécifiquement les plans d'adaptation, en 2020, un certain nombre ont mis en place des plans d'adaptation en matière de progrès. Ce sont des chiffres semblables à ce que nous avions constaté l'an dernier, mais avec des focalisations différentes. Dans certaines régions, on est déjà en train de passer au deuxième plan d'adaptation climatique. En Écosse, par exemple, avec une focalisation plutôt sur les résultats concrets au niveau des objectifs, orientés aux objectifs de développement durable, une approche transversale, donc inclut l'adaptation dans des objectifs plus généraux au niveau de l'Écosse.
Si on regarde les actions d'adaptation, plus spécifiquement, nous avons vu 232 actions menées l'an dernier et c'est une augmentation de 16% par rapport aux actions qui avaient été rendues compte l'an dernier. Comme Daniel a mentionné plus tôt, un certain nombre des actions d'adaptation, elles incluent le changement climatique dans des programmes plus long terme, des stratégies à plus long terme, mais également des stratégies qui ciblent les plus vulnérables, l'engagement communautaire, l'engagement des territoires et des communautés, ainsi que la migration. En ce qui concerne les obstacles et défis, pas toutes les régions adaptent leur plan. Parmi les principaux défis, c'est essentiellement parce qu'ils n'ont essentiellement que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de finances, pas assez de ressources, ou alors il manque de données ou d'expertise. Je pense que ces défis sont assez courants parmi tous les différents acteurs et en comparaison avec les années précédentes. Mais dans les prochaines années, nous voudrons faire un compte-rendu et une étude plus spécifique des impacts de ces problèmes de capacitation. Et voilà, on sera ravis de en discuter plus en avant. Et juste pour terminer, nous allons avoir notre assemblée générale. Nous avons eu notre assemblée générale l'an dernier de Regions 4. Tous les membres au niveau mondial se sont réunis, qui ont discuté de leur rôle pendant la pandémie, avant, pendant et après la pandémie. Nous avons lancé une déclaration de l'action des gouvernements sous-nationaux pour répondre aux besoins locaux et construire un monde durable post-pandémie. Il y a eu un monde durable, résilient et équitable, avec également une mention de la crise climatique, mais également de la crise de la biodiversité. Et nous allons, je vais vous donner le lien pour que vous puissiez la consulter. Merci beaucoup, Natalia. C'est intéressant de voir que les régions avancent dans l'identification des risques socio-économiques, ce qui est tellement important au-delà du risque climatique. Nous avons également, je pense que nous avons également une étude de cas du plan d'études du plan climatique écossais. Je vous invite à aller voir dans le rapport. Nous avons fait l'étude de cas sur le plan écossais dans notre rapport annuel. Et nous avons fait un rapport synthétique il y a à peu près 1 an et demi sur les actions d'adaptation et également sur les difficultés des gouvernements locaux, des sous-régions pour obtenir des données et comprendre comment on mesure et évalue les progrès réalisés en matière d'adaptation, qui est un point important en matière de lutte contre climatique. Il nous reste à peu près 10 minutes. Je vais vous poser la troisième question directement et je vais demander à Amel et Adrienne d'y répondre. Ma troisième question était de développer un peu plus sur comment toutes ces actions des villes en Espagne, au Maghreb ou dans les régions, dans Regions 4, comment tout ça cela s'articule avec les niveaux supérieurs, par exemple avec les États nationaux, ou comment les régions travaillent avec le niveau national, les États nationaux. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus, Natalia? Oui. Oui, alors nous, entre Regions 4, nous promouvons une coopération verticale et horizontale, et donc une approche multipartite au niveau gouvernemental, notamment pour les stratégies d'adaptation. Donc, nous le voyons en collaboration avec les sous-gouvernements, les gouvernements nationaux, et nous, les sous-gouvernements, ont contribué à peu près à 90% aux actions de lutte contre le changement climatique dans le changement des énergie, transport, logement, ainsi que la gestion de l'eau. Selon le dernier rapport que j'avais mentionné sur 2020, sur les 28 rapports que nous avons reçus, 25 ont rendu compte qu'ils collaboraient avec leurs contreparties nationales par des réunions, sur des projets communs ou dans les prises de décision stratégiques. Mais c'est là seulement 7 ont dit qu'ils travaillaient au niveau de l'adaptation climatique, tandis que 12 disaient qu'ils collaboraient plutôt au niveau de la mitigation et de la mise en place de stratégies.
d'adaptation. Donc, ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, y compris d'intégrer plus généralement l'adaptation dans les actions climatiques et d'apporter un équilibre entre l'adaptation, la résilience et la lutte contre le changement climatique. Je pense que nous avons quelques exemples intéressants d'approches multiniveaux au niveau gouvernemental, par exemple le gouvernement de Sao Paulo qui coopère avec l'État, avec l'administration de l'État et les villes de l'État de Sao Paulo, et les contreparties travaillent ensemble au niveau de l'élaboration de stratégies de politique, de résilience, des programmes de résilience et également de partage d'informations autour de la cartographie et des données et des projets d'adaptation. Cela nourrit la stratégie plus large de résilience au niveau de l'État. Nous avons un autre exemple au Sénégal, à Saint-Denis, où l'approche territoriale du programme de changement climatique qui inclut les régions dans le pays avec des mêmes problèmes pour créer des échanges d'informations sur le changement climatique et améliorer leur action. Donc oui, voilà, ça c'est un des points clés sur lesquels nous travaillons chez Region 4. C'est vraiment le partage des informations et des données. Merci beaucoup, Natalia. Maintenant, Amel, je vous passe le micro. Comment les plans climat des villes du Maghreb s'articulent avec les politiques étatiques? Je crois que vous aviez, par exemple, peut-être en 1 ou 2 minutes, assez rapidement, peut-être développé l'exemple de la Tunisie, que vous connaissez bien. Oui, oui merci. Donc, en fait, je voulais d'abord peut-être rappeler un petit peu les difficultés, parce que je n'ai pas vraiment parlé de ça durant mon intervention là. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de difficultés hein, au niveau pour les villes pour un petit peu mettre en œuvre des actions climat. Pourquoi? Parce que en fait, la législation ne permet pas, dans certains pays, hein, pas pour le cas de la Tunisie, mais je voudrais dire que dans certains pays, il n'y a pas une autonomie donc de ces pays, des communes, pour donc présenter des propositions techniques ou financières, etc. Par contre, pour le cas de la Tunisie, par exemple, et le Maroc aussi, le code communal des collectivités locales, il permet aux communes tunisiennes de présenter des propositions techniques et financières directement aux institutions financières internationales ou bien au niveau national. Donc ça, vraiment, c'est pas pour les autres pays, par exemple, je cite le Liban, la Jordanie, etc. Il faut tout un processus pour avoir des autorisations, des permissions passées au ministère de l'Intérieur, par les régions, etc. Donc là, c'est des difficultés que je voulais citer. Et également au niveau des données, hein, parce que comme vous le savez tous, les données n'existent pas, elles ne sont pas disponibles au niveau des communes. Donc nous, dans le cadre de Climamed et dans le cadre de ce mécanisme d'ailleurs, on a donc recommandé, on est en train de faire une petite expérience avec quelques villes du Maghreb pour avoir ce mécanisme d'octroi d'abord le développement de bases de données au niveau local, dans les communes même avec donc, leurs partenaires régionaux et locaux. Également d'avoir donc un échange, bien sûr par réseau, hein, des bases de données, donc au niveau central, aux bases de données. Voilà. Ça également au niveau financier. J'avais parlé aussi du manque de capacité, d'abord le manque de financement au niveau des communes, hein, on le sait tous, mais du manque de capacité d'attirer les financements. Donc là aussi, on est en train de développer des mécanismes pour mettre en lien les partenaires financiers et les partenaires donc, nationaux. Et voilà. Voilà donc pour les cas des pays Machrek. Je pense qu'on est en train d'avancer bien. Dans quelques mois, on aura un guide enfin, on appelle ça guide financier, comment financer les actions locales, les actions climat locales
dans une commune de ces pays de MENA. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amel. Oui, je vous invite vraiment à aller regarder ces mécanismes de coordination qui sont vraiment assez impressionnants et montés dans chaque pays, tant au niveau des financements que des bases de données. Je pense que c'est un très bon exemple pour pas mal d'autres régions. Et maintenant, je donnerai en 1 ou 2 minutes peut-être Adriane. So, Adriane, also, like, what is the Également, quelle est l'articulation entre Séville et les niveaux supérieurs comme le gouvernement régional d'Andalousie, voire même le gouvernement national? Oui, par exemple, nous utilisons le benchmark pour régler les différentes émissions et au niveau des différentes. For climate change all around Spain, so we coordinate really good with the vice president of climate, and of course, Mr. Espadas is the chair of the ENVE committee in the committee of the region. So we are fully coordinated with the European policies in this kind. Of course, in Green Deal strategy, we are working really hard in the committee of the region to get all the cities close to the Green Deal policy from the European Union. Okay. Thank you, Adrienne. Maybe to finish on that, I'll ask. Merci, Adrien. Pour finir sur ce point, parce que normalement, on devait avoir la participation des autorités. For climate change, so the RAMS, so they were not able to join us because of the time zone of South America, but maybe il y a un problème de créneau horaire. Tania, vous pouvez peut-être juste résumer pour nous, et je voulais également mentionner les progrès réalisés dans la région. Oui, alors vite, bien évidemment, je vais rapidement résumer la réponse de qui nous a été envoyée par le ARMCC. C'est essentiellement un réseau qui rassemble, qui couvre les provinces du pays. Pardonnez-moi, mais j'ai un problème de son. Il travaille avec des villes de plusieurs millions d'habitants, jusqu'à 5000 habitants au moins. Et le RMCC était les coordinateurs nationaux du GICOM en 2017. Et donc, ils doivent s'accorder avec toutes les différentes conditions. Et cela définit les standards qui doivent être réalisés par toutes les villes pour mettre en œuvre leur plan d'action qui consiste en de gouvernance, de mitigation et d'adaptation. Donc, le GECOM, la Convention des maires, a 4 médailles pour l'engagement, la mitigation, l'adaptation et la conformité qui sont accordées aux villes tant qu'ils sont en conformité avec les critères. Et la plus importante, c'est la médaille de conformité qui est donnée à villes qui remplissent toutes les conditions, et les 3 autres médailles. Les 140 villes à travers le monde, 31 sont des municipalités AMCC, et donc l'Argentine est positionnée comme le pays avec le plus de médailles de conformité. Et ça, voilà, ça c'est vraiment la preuve de travail, des efforts qui ont été investis. Et le travail qui a été mené jusqu'à présent est un travail de planification. Maintenant, ils avancent vers le suivi et la mise en œuvre. En ce qui concerne le contexte de la pandémie, ça a été un gros problème pour mettre en place la mitigation, les actions de mitigation et d'adaptation à cause du fait que maintenant, on se focalise plus sur les urgences sanitaires et sociales. Et donc, il y a un fonds fiduciaire qui a été mis en place, qui est dédié exclusivement à la mitigation, à la mise en œuvre des actions climatiques. Par exemple, ils ont été en mesure d'acheter un certain nombre de technologies qui ont été mises en œuvre dans des villes en Argentine. Really quickly Et also très rapidement, en ce qui concerne
ces CAP, ils ont révisé un certain nombre d'objectifs et il y a des séminaires qui sont mis en place avec des autorités publiques travaillant sur la question. Et ça a été une expérience extrêmement intéressante pour eux d'identifier des actions que les municipalités ont définies et voir qu'elles étaient ambitieuses et qu'elles étaient plus réalisables. Voilà, ça, ce sont les progrès qui ont été réalisés à ce stade. Et nous allons partager les données sur, vous pouvez consulter leur site web pour en savoir plus en détail. On remercie beaucoup le réseau argentin des collectivités, puisque pour également étayer un petit peu la raison pour laquelle on voulait les faire intervenir, c'est que dans le rapport cette année, on note aussi vraiment beaucoup une grande progression dans la mise en place de plans en Amérique latine. Et puis sur le plan de la gouvernance, les pays d'Amérique latine, le Chili, l'Argentine, la Colombie, mais également le Pérou, ont démontré dans leur nouvelle contribution déterminée nationale des mécanismes d'intégration des collectivités très intéressants. Donc voilà, c'est aussi pourquoi on tenait à valoriser leur action. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup Amel Maklouf, Adrienne Reina Hurtado et Natalia Uribe pour leur participation et leur temps et d'être venus partager un peu l'expérience de ces réseaux ou de leur ville. Et je vous invite tous aussi à venir. Je remercie également tous les participants à cette session. Et puis, je vous invite encore une fois à aller feuilleter ce nouveau rapport, ce nouveau bilan de l'action des climats des villes et des régions. Et puis, je remercie toute l'équipe pour leur appui pour organiser cette session. Merci beaucoup. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Au revoir. Merci à vous également. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup, Natalia. Merci, à bientôt. Bye. On peut se retrouver cet après-midi pour le deuxième débat. Ah oui, excusez-moi, il y a un deuxième débat cet après-midi sur les. Alors, ça va être sur le même format. Et, 3 intervenants qui viendront parler plus particulièrement des objectifs de développement durable et leur mise en place à l'échelle locale. Voilà, avec aussi beaucoup d'intervenants de collectivités, de réseaux et de villes et de régions. Ce sera à quelle heure Ce sera à 15h, de 15h à 16h, heure locale de Paris. D'accord, merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà. Merci. À cet après-midi, au revoir. Bonne journée. À cet après-midi.